Une malle, un verrou et un motif qui vaut plus cher que l'objet lui-même. Derrière Louis Vuitton, il y a une invention simple qui a suivi la montée du voyage, puis une stratégie qui a transformé un nom en statut. Et le plus fou, c'est que tout commence par un adolescent qui refuse une vie trop petite. Dans un village du Jura, Louis grandit dans une famille d'artisans. Sa mère disparaît tôt et la maison devient étroite, dure, silencieuse. À 14 ans, il part, sans argent, sans réseau, avec l'idée fixe d'atteindre Paris. Il marche sur près de 400 km, dort dans des granges, travaille au champ et garde ses outils comme un trésor. Quand il arrive enfin dans la capitale, en 1837, Paris est une ville qui accélère. Rails, ateliers, vitrines et rêves à vendre. Il entre comme apprenti chez Monsieur Maréchal, un artisan qui emballe et fabrique des coffres pour les clients riches. Louis apprend à mesurer, à couper, à ajuster et surtout à comprendre le client avant même qu'il parle. Il comprend que le voyage n'est pas seulement un déplacement, c'est une mise en scène. Si tu aimes ce genre d'histoire vraie et les décisions business derrière les grandes marques, abonne-toi et active la cloche. On en sort toujours avec une leçon. Les premières commandes arrivent par le bouche à oreille, parce que l'artisan fait gagner du temps et évite les accidents. Les clientes veulent des robes impeccables à l'arrivée, des chapeaux non écrasés, des bijoux protégés. Dans le Paris impérial, l'élégance devient une compétition et le bagage devient un accessoire social. Louis se fait remarquer, y compris par la cour, parce qu'il combine précision et discrétion. Puis vient la décision qui change tout, ouvrir sa propre adresse au cœur du quartier le plus visible. En 1854, il ouvre sa boutique au numéro 4 de la rue Neuve des Capucines, à 2 pas de la place Vendôme. Il ne vend pas seulement une malle, il vend une promesse de contrôle. Rien ne casse, rien ne se froisse, rien ne se perd. Très vite, il casse un code du métier. En 1858, il impose la malle plate, plus légère, plus stable, empilable. C'est une innovation produit, mais c'est surtout une innovation logistique. Quand les trains et les paquebots remplissent les gares et les ports, l'empilage devient de l'argent. Une forme plus pratique devient un avantage invisible, et l'avantage invisible devient une réputation. Puis la crise frappe, et ce n'est pas une histoire de mode, c'est une histoire de survie. La guerre et la Commune ravagent Paris, les ateliers sont pillés, les clients disparaissent, le voyage ralentit. La boutique est abîmée, les outils manquent, et la demande s'effondre. Dans une jeune entreprise, ce genre de choc tue la trésorerie en quelques semaines. Louis fait alors un choix froid, reconstruire vite et se rapprocher des lieux où les riches reviennent dès que la ville se relève. Il relance aussi son atelier à Asnières, au bord de la Seine, pour produire mieux et expédier plus facilement. Mais une autre menace arrive, plus sournoise, les copies. Quand un produit devient un symbole, il attire les imitateurs avant même d'attirer les nouveaux clients. Le déclic, c'est de comprendre que la contrefaçon est un signal, pas seulement un problème. Si on copie, c'est que la demande existe déjà. Alors, la maison transforme la défense en marketing, d'abord avec des toiles reconnaissables, comme un damier, puis avec un monogramme. En 1886, Georges perfectionne un système de fermeture et l'idée du coffre sécurisé devient un argument. En 1896, le monogramme avec les initiales LV arrive pour rendre la copie plus difficile et la reconnaissance plus immédiate. Le motif ne sert pas seulement à prouver l'authentique, il sert à être vu de loin. C'est de la publicité portable, payée par le client et répétée dans la rue, dans les gares, sur les quais. Deuxième décision, verrouiller la distribution comme on verrouille une malle. Les meilleures marques ne sont pas partout, elles sont exactement là où il faut. La maison choisit des adresses vitrines, contrôle l'expérience et garde le prix comme une barrière volontaire. Le prix élevé n'est pas qu'un bénéfice, c'est un filtre qui protège l'image. Troisième décision, changer d'échelle sans casser l'héritage. En 1987, la fusion qui crée LVMH ouvre l'accès à une puissance mondiale, capitaux, réseaux et disciplines de groupe. Et à la fin du XXe siècle, la marque fait un pari risqué, entrer dans la mode. En 1997, avec Marc Jacobs, les défilés mettent la maison dans les médias et le sac devient culture pop. Les collaborations avec des artistes et des créateurs modernisent l'image, sans abandonner les codes. Le vieux motif reste, mais le contexte change. Et c'est là que le branding devient une machine à traverser les générations. Au fond, Louis Vuitton, ce n'est pas seulement une histoire de cuir et de couture.
C'est l'histoire d'un produit qui suit une tendance lourde, la mobilité, et qui l'exploite mieux que les autres. C'est l'histoire d'un signe visuel qui transforme l'objet en identité. Et c'est l'histoire d'une distribution maîtrisée qui transforme la rareté en désir. La première leçon cherche l'avantage pratique que personne ne filme, parce que c'est souvent lui qui crée la domination. La deuxième leçon, protège ton produit, mais transforme cette protection en symbole visible. La troisième leçon, grandis avec des règles, pas avec des excuses, sinon ton image se dilue avant ton chiffre d'affaires. Et si tu veux la suite, dis-moi en commentaire quelle marque tu veux qu'on décortique après Louis Vuitton.